Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée à la statistique et plus précisément ici à l'échantillon. C'est une partie importante qu'il faut absolument maîtriser et on va vous expliquer pourquoi. Allez go, c'est parti. Pourquoi est-ce important? Rappelez-vous ici ce que je vous avais dit lors de la première capsule. Tout repose sur l'échantillon. C'est un petit peu, si vous voulez, pour prendre une image, comme si vous construisiez une maison. La maison, c'est quoi? C'est les statistiques, c'est les tests et l'extrapolation à la population sur du sable mouvant. Même si vous faites les choses correctement, même si vous faites les choses rigoureusement, si votre fondation n'est pas solide, tout s'écroule. Et c'est exactement ce qui va se passer. Et vous n'imaginez pas le nombre d'études statistiques qui reposent sur des échantillons qui sont dits biaisés. Biaisés, entendez par là, ça ne vaut rien du tout. C'est-à-dire que ça va vous amener à des conclusions qui, elles aussi, seront biaisées et donc qui ne sont pas objectives. Donc c'est vraiment important, ici vous voyez l'échantillon c'est la base, c'est sur lui que tout va reposer, vos calculs, c'est-à-dire les statistiques, tous les indicateurs numériques que vous allez faire, les tests également pour voir si vous pouvez extrapoler à la population, et enfin vos conclusions par rapport à cette population. Donc si vous choisissez mal votre échantillon, vous aurez des conclusions tout à fait farfelues et qui ne reposent absolument sur rien. Justement, comment choisir cet échantillon? Mais avant ça, avant l'échantillon, parce que on va devoir discuter aussi d'autres choses. Quels sont les objectifs de votre étude? C'est-à-dire poser des questions qui sont à la fois claires et précises. Ou poser une question d'étude qui va amener des mesures qui soient également détaillées. Qu'est-ce que vous voulez connaître? Qu'est-ce que vous voulez ici mettre en évidence? Que voulez-vous étudier? Tout ça doit être très clair avant même de démarrer le choix de l'échantillon. Et une fois que votre objectif ou vos objectifs sont bien clairs, quelle est la population que vous ciblez? Parce que là aussi, ça peut varier très fortement. Je vous donne toujours un exemple qui est relatif au rendement céréalier. Ça veut dire que ma population, ce sont des parcelles où on cultive des céréales. Très bien, mais où? Est-ce que vous vous limitez à une province? Est-ce que vous vous limitez à une région? Au contraire, est-ce que vous voulez considérer toutes les parcelles de Belgique? Donc déjà d'un point de vue géographique, il y a de la cible ici à réaliser, à mettre en évidence. Mais pas seulement du point de vue géographique, les céréales. Qu'est-ce que vous voulez étudier? Le blé? Le froment? Donc tout ça doit être pensé au préalable. C'est votre population cible, elle doit être précise également, tout comme vos objectifs. Et une fois que vous vous dites par exemple, je veux étudier moi le rendement du blé, je ne m'intéresse pas à une autre céréale, et le rendement du blé en Hesbaye par exemple. Vous avez votre population. La population, c'est toutes les parcelles de Hesbaye où on va cultiver le blé. Il y en a déjà beaucoup. Il y en a trop. Donc, vous allez en sélectionner. Mais vous voyez, c'est déjà important ici de dire quelle est ma population au départ. De bien fixer votre population et bien évidemment de fixer vos objectifs également. Alors, une fois que c'est fait, votre échantillon. Dites-vous bien que vous aurez toujours un équilibre à atteindre entre la précision que vous allez devoir mettre en évidence et ce que ça va vous coûter, aussi bien en temps qu'en argent. Donc ici, la précision, bien sûr, plus votre échantillon va être de taille importante et plus la précision et l'exactitude seront au rendez-vous. Mais imaginez que vous ayez une population de 9 millions d'individus et que pour être précis, vous preniez un échantillon de 5 millions d'individus. Est-ce que vous avez vraiment gagné en temps et en argent? Je pense pas, en tout cas de manière insignifiante. Par contre, vous aurez une énorme précision, bien sûr.
Donc, c'est un petit peu chaque fois, il faudra avoir en tête ici quelle est la précision que je veux atteindre et qu'est-ce que ça va me coûter cette précision-là, aussi bien en temps qu'en argent. Si je dois faire des mesures ici sur des parcelles, je vais devoir me déplacer. Je vais me déplacer et si je me déplace beaucoup, ça va me coûter en argent. Le carburant, il n'est pas gratuit, hein, on en est même très loin. Et en temps également, même si je circonscris ma population aux parcelles où on cultive le blé en Hesbaye, malgré tout, la Hesbaye, ça a quelques kilomètres carrés. Donc, vous allez devoir vous déplacer. Tout ça est à réfléchir. Qu'est-ce que je veux apporter comme précision? Qu'est-ce que je tolère comme imprécision? Et qu'est-ce que j'y gagne alors au point de vue du temps et de l'argent que je vais consacrer à cette étude-là? Vous avez en fait deux champs d'action sur l'échantillon. Vous avez la taille qu'il faudra préciser, combien de données je vais devoir étudier au départ. Est-ce que ça va être 10? Est-ce que ça va être 100? Est-ce que ça va être 100 000? À voir. Et justement, on en aura une idée. Et le deuxième champ d'action, ce sera la méthode d'échantillonnage, c'est-à-dire comment allez-vous constituer votre échantillon, comment allez-vous récolter vos données, par quels moyens. Est-ce qu'il y en a d'autres, puisque ici vous voyez 3 points? Eh bien non, il faudra se débrouiller avec ça. Vous n'avez pas d'autre champ d'action que la taille de l'échantillon et le moyen de mettre en place cet échantillon-là. Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant. La taille de l'échantillon, ça dépend de beaucoup de choses en fait. D'abord, quel type d'enquête êtes-vous en train de mener? Donc, le type d'enquête, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je vais faire un sondage? On ne constitue pas un échantillon de la même façon pour un sondage que quand on va faire des mesures sur site. Forcément, c'est plus facile de mener un sondage en interrogeant les gens, donc on peut alors augmenter la taille de l'échantillon, que d'aller sur site et de commencer à faire des mesures qui parfois sont assez précises et demandent du temps. Donc là, l'échantillon sera forcément peut-être de taille plus petite. La nature de la variable, bien évidemment. Hein, donc ça va jouer aussi. Et c'est quelque part en corrélation. Il y a des variables qui supposent un très petit champ d'action. Donc, par exemple, si je reprends le nombre d'enfants, en général, on peut se dire que la plupart des gens, ça se situe entre 0 et 6. Maintenant, il y a toujours des gens qui peut-être auront 15 enfants. Mais sont-ils statistiquement significatifs? On peut en douter. Donc là, la nature de la variable, le nombre d'enfants vous dit normalement je n'aurai pas beaucoup de réponses différentes. Donc je vais pouvoir faire un plus petit échantillon. Par contre, un autre type de variable va peut-être amener un grand intervalle ici dans lequel cette variable va vivre. Et donc là, vous devrez augmenter la taille de l'échantillon. Tout dépend également de la taille de la population. Venez-vous d'une population à plusieurs millions, voire milliards d'individus, ou venez-vous d'une population où il y a quelques centaines d'individus? Ce n'est évidemment pas la même chose, alors puisque cet échantillon, c'est une partie de la population, ce n'est évidemment pas la même chose de prendre un échantillon à partir de milliards d'individus ou de quelques centaines. On sent bien que la taille de l'échantillon va varier. Attention cependant que la taille de la population, elle n'est pas forcément connue. Si j'étudie des fourmis, par exemple, combien y a-t-il de fourmis? Même en circonscrivant à une province de la Belgique, c'est pas du tout évident. D'accord? Donc attention, donc la taille de population, ok, mais si elle est connue. Il y aura également ce qu'on appelle la marge d'erreur, qui va être tolérée, oui ou non. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, la marge d'erreur? C'est tout simplement ceci. Si, avec votre échantillon, il y a 40% des répondants qui fournissent la même réponse et que vous tolérez 2% de marge d'erreur, ça veut dire qu'au niveau de la population, il y aura entre 38 et 42% des gens qui vont fournir cette réponse. Donc, vous voyez, 40% pour l'échantillon,
entre 38 et 42% pour la population, si je mets une marge d'erreur égale à 2%, ce qui est généralement la norme. Il y a également l'indice de confiance. Alors là aussi, on a une norme qui est de 95%. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire 95% que 19 fois sur 20, vous allez avoir les résultats de votre étude qui vont correspondre en fait à la réalité. Et puis enfin, dernier facteur qui va influencer la taille de l'échantillon, c'est la méthode d'obtention de l'échantillon, c'est-à-dire la méthode d'échantillonnage. Comment avez-vous obtenu votre échantillon? Donc là aussi, il y a des moyens qui coûtent plus que d'autres. Tout ça est à mettre évidemment en relation. Alors, si vous faites un type d'enquête sondage, il existe des sites, et je vais vous en présenter un, qui vous permet d'avoir une idée de quelle est la taille idéale de votre échantillon pour que votre étude soit significative. Je vous la présente tout de suite. Donc j'ai ouvert ici le site qui permet d'interagir pour calculer une taille d'échantillon. Vous voyez qu'il calcule ça en fonction de 3 paramètres, la taille de la population, qui doit forcément être connue, la marge d'erreur et le niveau de confiance. Alors ici, j'ai laissé ce qui était proposé parce que c'est tout à fait standard. Il y a juste la taille de la population ici que je dois installer. Donc vous voyez, j'ai repris 8 167 709 électeurs, personnes donc susceptibles d'aller voter. Et là, on me dit, vous devez recevoir 2401 réponses pour que ce soit significatif. Attention ici, il est bien indiqué que en fait la taille de l'échantillon ne va plus vraiment varier pour des populations de plus de 20 000 unités. Mais attention ici, nombre de répondants nécessaires. Tout le monde ne répond pas. Et en fait, on estime ici globalement que le taux de réponse va être de 20%. Donc 80% ne vont pas répondre ici. Bien évidemment, il y a toujours moyen de modifier ça. Donc au lieu d'avoir un taux de réponse de 20%, vous pouvez être optimiste et dire une personne sur 2 va répondre. Donc bien évidemment, si c'est une personne sur 2, ça veut dire que vous devez doubler la taille de l'échantillon et interroger ainsi près de 4800 personnes. Vous vous dites certainement, c'est parce que la taille de la population est énorme également. Eh bien, voyez ici, regardez, donc les calculs sont faits automatiquement. Si j'ai une population qui se réduit à 5000, bon là, je ne suis plus en train d'interroger des électeurs, je suis peut-être en train d'interroger des étudiants d'une autre école. Et donc, 5000 ici, la population, on me dit, vous devez recevoir 1623 réponses et donc interroger avec un taux de réponse estimé à 50%, interroger 3246 personnes. Donc là, vous voyez que si la population est malgré tout petite, si l'effectif est assez petit, mais vous devez interroger plus de la moitié de cette population ici pour avoir un échantillon qui soit représentatif. Mais je le rappelle, ceci est lié à des sondages. Ça n'est pas l'unique façon d'obtenir vos données. Pour des échantillons qui seraient liés plus à des mesures, comptez qu'en général, un échantillon d'au moins 30 données va vous assurer la tranquillité, c'est-à-dire que normalement, vous aurez des résultats significatifs. Mais attention, au moins 30, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est un minimum. Si vous avez une population de 9 millions d'individus, 30, ça va être peu par rapport à ça. Mais on estime en tout cas que pour être relativement sérieuse, une étude statistique doit être composée de minimum 30 données. Si vous en avez moins, vous serez dans l'embarras, mais il y aura quand même moyen de se tirer de l'affaire. Donc, retenez ça. Donc, si vous faites un sondage, vous utilisez le site tel que je viens de vous le présenter, ou en tout cas un site similaire, et vous avez une idée alors de la taille de l'échantillon qui va être requise. Et si vous ne faites pas un sondage, c'est-à-dire que si vous faites des mesures, retenez que au minimum du minimum, 30 mesures, ça doit vous assurer une taille d'échantillon qui va être, je vais dire, optimale. Les méthodes d'échantillonnage maintenant. Alors ça, c'est encore
différent. Comment allez-vous récolter vos données? Essentiellement, il y a deux façons de le faire. Il y a ce qu'on appelle la méthode non probabiliste et puis il y a la méthode probabiliste. Ça dit bien ce que ça veut dire. Dans le cas probabiliste, c'est le hasard qui va décider. Dans le cas non probabiliste, non, ce n'est pas le hasard qui décide, il s'agit d'une participation volontaire. C'est-à-dire que je veux étudier quelque chose et je fais appel à la population qui a envie de participer à mon sondage. Ça se fait beaucoup, ça se fait trop, parce que malheureusement, l'échantillon, là, souvent, il est extrêmement biaisé. Je vais vous donner un exemple. Pas plus tard qu'il y a 3-4 jours, j'ai participé moi-même à un sondage. Voilà, je vois ici un sondage sur Facebook où un universitaire fait une étude sur le bien-être au travail. Comment vous sentez-vous dans votre milieu professionnel? Et il demande à tout qui a envie de répondre, s'il vous plaît, participez à mon enquête. Donc, c'est une participation volontaire. Ici, ce n'est pas le hasard qui a décidé de qui allait répondre à cette enquête. Non, les gens se sont dit, ce sujet m'intéresse, donc je vais répondre à l'enquête. Mais justement, voilà qu'est l'os. Ce sujet m'intéresse. Pourquoi m'intéresse-t-il? Et souvent, vous savez, les gens réagissent plus parce qu'ils ont envie de se plaindre. Donc, ce sujet m'intéresse parce que je ne suis pas bien au travail et que j'ai envie de le faire savoir. Bon, il y a peut-être des gens qui vont avoir la réaction inverse, c'est-à-dire je suis tellement bien au travail que j'ai également envie de le faire savoir. Mais je doute que ça constitue une majorité. Ce qui veut dire que la majorité des intervenants dans cette enquête vont intervenir. Pourquoi? Tout simplement pour donner leur ressenti qui est un ressenti de malaise. Et on aura beau faire une ritournelle statistique que nous n'avons pas encore présentée tout à fait impeccable, du point de vue mathématique ce sera impeccable, ça va reposer sur un échantillon qui est complètement caduc. Parce qu'il ne sera pas représentatif de la population. N'auront répondu que des gens qui finalement se sentent mal au travail. Et donc je suis sûre que cette étude, je suis prête à prendre les paris avec vous, je suis sûre que cette étude, dans quelques semaines, quand elle aura été réalisée, dira quelque chose comme 85% des Belges ne se sentent pas bien au travail. Forcément, l'échantillon était biaisé au départ. Fin de l'histoire. Si vous pouvez, franchement, passez-vous de cette façon d'échantillonner. Elle n'est pas valable. Elle n'est pas valable, sauf évidemment dans le cas des études médicales. Donc les études médicales, je ne peux pas tirer au sort si je suis en train de tester un nouveau médicament. Je ne peux pas tirer au sort parce que le hasard, me ferait peut-être me mettre en face de quelqu'un qui a de gros problèmes de santé et qui ne peut certainement pas servir de cobaye. Alors que si c'est une participation volontaire, normalement, les personnes qui vont se présenter face à moi pour participer à l'enquête ont une santé digne de ce nom et de toute façon, je vais faire des tests pour m'en assurer. Ça c'est vraiment une question de sauvegarder la santé, voire la vie de ceux qui veulent participer à l'enquête. Donc là, on n'a pas le choix. C'est quelque chose, évidemment, qu'il faut faire en médecine quand on teste de nouveaux médicaments, quand on teste de nouveaux vaccins, etc. Par contre, l'approche probabiliste, c'est-à-dire que c'est le hasard qui a le maître mot ici, elle est beaucoup plus valable. Si vous ne faites pas une étude médicale, allez vers le hasard. C'est ce que je vous ai mis ici, privilégier le hasard, toujours. L'échantillon, il est déjà difficile à constituer, on l'a vu, mais si en plus vous ne basez pas ça sur le hasard, vous allez avoir un échantillon qui sera biaisé. Et donc vos conclusions, même si vos mathématiques sont rigoureuses, vos conclusions ne vaudront rien. Donc ici, le hasard qui a le maître mot. Maintenant, en fait, il y a plusieurs façons de tirer au sort, de privilégier le hasard. Je vous en présente 3, qui sont, je vais dire, les plus couramment utilisés. Il y a ce qu'on appelle l'échantillonnage aléatoire simple.
C'est-à-dire que là, vous tirez au sort. Voilà, il n'y a pas de critères, c'est vraiment le hasard seul qui décide. Donc, vous voyez avec le petit graphisme ici, vous avez une série d'individus au niveau de la population et vous tirez complètement au sort, voilà, une petite partie de cette population et ça constitue votre échantillon. Maintenant, attention, il y a quand même un inconvénient à ça, même si c'est la méthode d'échantillonnage la plus fréquemment utilisée. Il y a quand même un petit inconvénient, c'est que si le hasard ne fait pas bien les choses, ça arrive, vous risquez finalement de privilégier des anomalies. Anomalies au sens statistique du terme, hein, c'est-à-dire des données qui sont peu significatives. Imaginez, j'en reviens toujours à mon rendement céréalier, là, vous tirez au sort, voilà, vous tirez au sort tout simplement des parcelles, vous tirez au sort des épis de blé hein, pour voir quel est le rendement. Et par un hasard malheureux, vous avez justement tiré au sort des parcelles qui sont négligées par leur propriétaire. Cette personne n'a pas arrosé quand il y avait la canicule et la sécheresse. Cette personne n'a peut-être pas apporté les bons engrais, etc. Donc, vous êtes ici, le hasard a mal fait les choses, vous avez privilégié les anomalies statistiques et vous dites que le rendement finalement est très faible. En SBI, le rendement céréalier est très faible. Ah non, c'est justement parce que vous avez sélectionné au hasard les agriculteurs qui étaient peut-être négligents par rapport à ça. Il y a peu de chance, hein, malgré tout. En général, le hasard est votre meilleur ami, mais c'est un cas qui peut quand même se présenter. Donc, soyez attentifs à ça. En tout cas, ça c'est la première méthode d'échantillonnage probabiliste. Donc, je tire au sort, tout simplement. La deuxième façon de faire, c'est l'échantillonnage stratifié. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on sépare la population en strates. En strates, c'est-à-dire en groupes, quoi. On va grouper ici la population selon certains critères. Alors, vous voyez ici sur l'image qu'on a groupée selon l'âge. Pourquoi pas? C'est une façon de stratifier la population. On pourrait également faire 2 strates selon le sexe, par exemple. Tout dépend de votre sujet d'étude. En tout cas, vous devez donc séparer la population avec des groupes bien précis. Donc ici, comme vous voyez, il y a eu 4 strates, c'est-à-dire 4 groupes, selon l'âge. Probablement de 0 à 20, de 20 à 40, de 40 à 60 et de 60 à 80. Et là, à partir de ces strates-là, vous tirez au sort dans chacune des strates. Donc, vous voyez ici, la première strate, il y avait 4 individus et on en a tiré 2 au sort. Il y a quand même le hasard ici qui décide, mais pas dans la répartition en strates, en groupe. Là, vous le faites selon un critère bien précis. Ce qui peut être tout à fait pertinent selon le sujet de votre étude. Hein. Si vous étudiez par exemple la taille moyenne des individus, il est évident que les hommes sont en général plus grands que les femmes. Donc, pourquoi pas faire 2 strates, hommes, femmes, et étudier alors la taille moyenne selon le sexe. Si vous étudiez le risque d'infarctus, là aussi, on sait que les hommes ont plus tendance à faire un infarctus que les femmes. Donc là aussi, ça peut être pertinent de faire des strates selon le sexe. À vous de voir, tout dépend évidemment de votre sujet d'étude. Et enfin, le dernier type d'échantillonnage, il est par grappes. Alors, les grappes, c'est aussi des groupes. Donc là aussi, on peut séparer, mais pas selon un critère du type âge ou sexe. En tout cas, c'est moins pertinent. Je vais par exemple dire que, tiens, je vais étudier l'effet d'un médicament contre la grippe aviaire. Donc, je m'intéresse évidemment, ma population cible, ça va être les poulets. Et pourquoi pas finalement les poulets en province de Liège. Allez hop. Et bien sûr, je vais ici sélectionner mes poulets. Selon quoi? Il y a plusieurs fermes qui font un élevage de poulets.
Et ces fermes constituent mes grappes, mes groupes. Mais vous voyez que ce n'est pas, contrairement aux strates, ce ne sont pas des groupes selon un critère bien précis. C'est tout simplement l'emplacement géographique qui veut que j'ai une ferme A dans telle localité, une ferme B dans une autre localité, etc. Et ce que je vais faire alors pour faire un échantillonnage par grappe, c'est de tirer au sort la ferme dans laquelle, là ou les fermes dans lesquelles je vais faire mon étude. Donc, imaginons, je dis des nombres tout à fait au hasard, il y a 150 fermes qui font l'élevage de poulets en Wallonie, donc j'ai 150 grappes, puis je vais sélectionner au hasard 10 grappes, donc je vais sélectionner 10 fermes sur les 150, et par contre, ce que je vais faire là, c'est étudier l'intégralité des poulets dans ces 10 fermes qui ont été sélectionnées. Voilà, vous avez ici la façon de proposer un échantillon. Donc, à vous de voir. Tout dépend évidemment de votre objectif d'étude, de votre sujet d'étude. Quel est le sujet de votre enquête? La plupart du temps, on prend un échantillonnage aléatoire simple, en espérant évidemment qu'il ne va pas privilégier les anomalies. Mais parfois, si on étudie quelque chose en fonction de l'âge, en fonction du sexe, etc., on doit alors faire un échantillonnage stratifié. Et si on a envie d'étudier, de privilégier tous les individus, mais que ça commence à faire beaucoup, donc on va quelque part privilégier l'emplacement géographique, on fait alors un échantillonnage par grappe. La participation volontaire est donc à réserver aux sciences médicales. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc au niveau de la taille, au minimum 30, sinon vous ne serez pas pris au sérieux. Bien sûr, plus votre population va être de taille importante et plus vous allez devoir augmenter la taille de votre échantillon. Mais en tout cas, vous voyez, il n'y a pas, je ne peux pas vous donner de formule ici vraiment que vous pourriez appliquer. C'est vraiment à sentir en fonction de votre objet d'étude. Mais s'il y a deux choses que vous devez retenir, c'est hasard et minimum 30 données. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine capsule.